Il s'appelle Serge Aouzrat, c'est mon invité du jour, alias Story. Ça vous dit quelque chose? C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alias Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Serge Aouzrat. Si je commence à écorcher votre nom, c'est foutu. Comment ça va? Bien, très Comme ça, bien, ça va vous détendre. Oui. Il faut parler bien près du micro. Si vous pouvez l'approcher plus près, un peu plus près. Voilà, comme ça, c'est parfait. C'est bon. Voilà. En fait, vous êtes en Israël depuis très longtemps. Vous êtes arrivé en 1978. Vous aviez 18 ans. Oui, on a fêté il n'y a pas longtemps d'ailleurs les 40 ans avec notre mouvement, avec l'Archara du Bnei Akiva. Et c'est vrai que 40 ans, c'est une belle période. Il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire partager aussi. Bien sûr. Alors, vous êtes monté, vous nous l'avez dévoilé avec le Bnei Akiva. Vous avez, on va juste aller à la fin, puis on reviendra un petit peu en arrière après. Vous avez une carrière, une belle carrière. Vous avez bossé pendant 10 ans chez Amdocs. Vous avez travaillé chez Telrad. Ouais, voilà. Beaucoup de choses, même Claude Bitoire, je crois. Claude Bitoire, tout à fait. Je termine là, Claude Bitoire. Voilà, vous êtes retraité aujourd'hui de Claude Bitoire. Dans exactement 3 semaines. Voilà, écoutez, c'est sympa. On attend gentiment. Donc, vous avez une carrière professionnelle assez dense, vous avez bien réussi, mais on va faire quand même un petit retour arrière pour examiner, parce que c'est toujours intéressant de savoir quel est le regard de ces olévatiques, comme on dit, les olim vatikim, les anciens immigrants, ont sur la société israélienne, et puis par rapport aux autres, par rapport à ceux qui débarquent aujourd'hui. Alors, vous êtes venu avec l'Archara du Bnei Akiva. Vous avez adoré cette période. Vous êtes arrivé au kibbutz, j'imagine. Oui, on est arrivé. On avait 18 ans, tout jeune, plein d'enthousiasme, sans les parents. Ouais, c'était la évidemment. Liberté. Oui, on a fini le bac en France et puis on a été poussé par ce mouvement, justement, par le Bnei Akiva, par cet idéal. Et on est arrivé donc en Israël aux années 80, 78 exactement. Le pays a beaucoup changé depuis. Ah oui, énormément. En 40 ans, on voit l'évolution du pays à l'œil nu, quoi. Je veux dire, ce qu'il y avait en 78 est complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui à tous les niveaux. C'est-à-dire, précisez votre pensée, parce que pour ceux qui démarquent, ils ont du mal. Quand on leur dit ça, on dit quoi? D'accord. Alors écoutez, c'est un pays qui est en plein essor, donc on le voit d'abord au point de vue infrastructure. On voit les routes, les bâtiments, les grues, qui construisent sans arrêt, des villes qui poussent en un an. C'est des choses qu'on ne voit pas en France. C'est des choses qu'on ne voyait pas à l'époque non plus. Qu'on ne voyait pas à l'époque, exactement. Et au point de vue mentalité aussi de l'Israélien, on voit une grande différence aussi. Les années 80 sont complètement différentes de celles d'aujourd'hui. L'Israélien a beaucoup évolué. Parce qu'il paraît qu'on les portes, on les laissait ouvertes, on laissait les clés sur les portes, on faisait du stop. C'est vrai aussi. Les portes étaient ouvertes. Aujourd'hui, c'est peut-être. C'est pas une image, il paraît que c'est vraiment vrai, quoi. Oui, non, c'est vrai. Il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de. Et aujourd'hui, les portes sont toujours ouvertes, mais on est obligé de les fermer le soir quand même à cause des voleurs. Mais je veux dire, l'Israélien est toujours aussi accueillant qu'avant. C'est pas ce que je veux dire, mais l'Israélien a évolué. C'est embourgeoisé, l'Israélien, c'est un peu embourgeoisé, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, un petit peu embourgeoisé, un petit peu devenu européen, un petit peu. L'Israélien a appris en 40 ans comment se développer. Et il est un peu moins juif qu'avant? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Non. Au contraire, même, non. Je pense que le judaïsme chez l'Israélien est toujours aussi ancré, aussi bien chez les religieux que chez les non-religieux, d'ailleurs. Non, l'Israélien est toujours aussi fier d'être juif, je pense, qu'à l'époque. Vous pensez que c'est plus dur aujourd'hui de faire son alia qu'avant? C'est complètement différent, et j'imagine, je ne l'ai pas faite, évidemment, je l'ai faite il y a 40 ans, mais j'imagine que c'est plus dur aussi. Parce que le pays, aujourd'hui, est moins apte à recevoir des olim que ce qu'il était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, tout démarrait, donc toute personne qui venait de donner de l'aide était la bienvenue. Alors qu'aujourd'hui, le pays, comme vous l'avez dit, c'est un petit peu embourgeoisé, donc je pense qu'il voit les olim d'une autre façon. Et moi qui vois ça un peu d'extérieur. Il faut jouer des coudes pour faire sa place. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de monde, il y a plus de concurrence. Il faut avoir une spécificité pour mieux réussir. Oui, il faut être le meilleur. Oui, tout à fait. Il faut devenir israélien très rapidement. Beaucoup plus rapidement qu'à l'époque.
mais je suis persuadé que les Olim d'aujourd'hui peuvent y arriver, quoi. Je veux dire, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Et surtout, si les anciens Olim Vatikim, comme on dit, peuvent les aider. Vous êtes pour ça, vous êtes pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a certains anciens immigrants qui disent ouais, mais nous on n'avait rien, on n'avait pas d'Ulpan en plus, on n'avait pas d'aide dans les écoles pour nos enfants, il n'y avait rien, il fallait se débrouiller, on n'avait pas la télé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les portables smartphones, on pouvait rester en contact avec le pays d'origine, il fallait qu'on se débrouille, qu'on mette la télé, qu'on ne comprenne rien et qu'on apprenne l'hébreu, qu'on plonge. Et c'est ce que vous avez fait, et c'est pour ça que parfois ceux qui débarquent aujourd'hui sont regardés un peu par les aînés, pas toujours, hein, mais parfois, avec peut-être un peu moins de bienveillance. Non, ce qui est certain, c'est que les Français d'aujourd'hui doivent essayer de s'intégrer à la vie israélienne un peu plus, on va dire, rapidement, un peu plus facilement. Et pourtant, ils le font un peu plus lentement. Ils le font lentement, oui. Ils le lentement. Ils restent souvent en groupe, ne serait-ce que dans les quartiers où ils habitent. Vous aussi, vous étiez en groupe? On était en groupe, mais on avait 18 ans. Alors, on est rentré très rapidement dans la vie professionnelle. On a fait l'armée. Vous avez fait vos études? Donc, on a fait nos études en Israël, on a fait l'armée. Et vous êtes cassé les dents au début, c'était dur? C'était dur. Ouais, c'était dur. Vous avez dû cravacher pour y arriver. C'était dur, oui. Quand on se retrouve à la guerre du Liban, par exemple, en 82, et qu'on n'a aucune possibilité de téléphoner aux parents pour dire où on est pendant 1 mois, 2 mois, c'était difficile aussi. C'était une autre période, c'était difficile. Ouais, vous avez vécu, vous avez grandi en fait avec la société israélienne, avec tous ces traumatismes. Vous les portez encore, les traumatismes de toutes les guerres que vous avez passées, notamment de la guerre du Liban? Non, je ne porte pas les traumatismes, on vit avec et on se sert de l'expérience en fait de cette vie-là et de ce contact qu'on a eu avec les Israéliens qui faisaient aussi la guerre avec nous, quoi. Je veux dire, l'armée, la guerre, les Milouim, et on s'en sert pour confronter toutes les difficultés du pays. Et il y en a des difficultés, mais je crois qu'en voyant les résultats de ce que le pays a réussi à faire en 40 ans... de ce que vous aussi, vous avez... le pays, c'est aussi un peu vous, quoi. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé étudiant, vous avez eu des fonctions à responsabilité dans des grosses boîtes, c'est quand même aussi... Vous avez aussi une part. Oui, mais on est venu donc avec l'idéal, on est venu pour réussir, et quand on est motivé pour réussir et que les objectifs sont clairs, on y va, quoi, on fonce. Alors, vous avez pris conscience très tôt de cette chance de vivre en Israël, malgré toutes les difficultés, parce que dans le cadre de votre mouvement de jeunesse, quand vous êtes reparti en Shlichut en France, vous avez été, on va dire, sollicité pour partir en ex-URSS, comme on dit à l'époque, en URSS. On était en quelle période, à peu près? En 81, donc on revient en Bnei Akiva, effectivement, pour aider le mouvement à se développer. Voilà. Et entre autres, en tant que boguer du Bnei Akiva, donc on nous demande de faire un voyage qui est, à mes yeux, une sorte de rêve pour nous, quoi, parce que... On nous demande d'aller carrément là-bas, sur place. Oui, être sur place, contacter des refusniks, donc des gens qui demandent qu'une chose, c'est de venir en Israël, mais qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas le droit, évidemment, à l'époque. De les contacter, de les encourager, de leur amener des livres, des cartes de géographie, de s'asseoir avec eux le maximum. C'est ce qu'on a fait pendant 1 semaine. Et en voyant en fait ces gens-là qui demandaient qu'une chose, c'était de réaliser un rêve de venir en Israël, ou même d'entendre parler d'Israël, puisque pour eux, arriver en Israël, c'était pratiquement impossible. Ils étaient assoiffés de ce qu'on leur racontait. Et... Ça veut dire que vous êtes parti en mission, envoyé par le Bnei Akiva. Officiellement, vous étiez pour un voyage de tourisme en une ex-URSS. Oui, c'était... Mais officieusement, vous étiez clandestin, quoi. Tout à fait. C'était à l'époque très courant. En fait, c'était l'agent juive qui nous envoyait. C'était même pas le Bnei Akiva. C'était l'agent juive. On partait, soi-disant, en voyage de tourisme. Et puis, on transportait dans des doublures de manteaux des livres d'hébreu, des livres de géographie, des livres de Kodesh. Et on avait des contacts, des numéros de téléphone qu'on avait appris par cœur, parce qu'il ne fallait pas les écrire sur un papier, évidemment. Fou, hein. Oui, c'était une sorte d'espionnage, quoi, pour nous. C'est une drôle d'aventure. Oui. Et vous alliez voir ces gens en toute discrétion? Tout à fait. On quittait le groupe. Quand ils allaient au théâtre ou n'importe où. On quittait le groupe. On prenait le métro et on se baladait à Moscou, à Leningrad de l'époque, Saint-Pétersbourg d'aujourd'hui. Et rencontrer des gens, entre autres, on a rencontré une personne, plusieurs refusniks, entre autres une personne qui s'appelait le Rav Assas,
et qu'on a rencontré quelques années plus tard à Jérusalem. Libre à Jérusalem. Il avait fait ça à l'IA. Ils étaient fous, j'imagine, vous voir. Enfin, vous aviez 20 ans à peine, de voir ces réfusniks, comme on les appelait. Bon, c'était l'époque d'Ida Noudel, de Anatoly Sharansky, qui était aussi encore enfermé, quoi, parce qu'il ne pouvait pas sortir pour venir en Israël. Donc, c'était vraiment... vous étiez au cœur de l'histoire, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et quand on voit ça 40 ans après, on se rend compte, en fait, que, comme vous dites, on a vécu l'histoire. On a vécu l'histoire. Ouais, et ces gens, vous qui avez déjà vécu en Israël, ils étaient émerveillés, ils auraient adoré être à votre place, j'imagine. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, en fait, de la chance qu'on a à 18 ans de venir en Israël, de faire l'armée, de faire le kibbutz, de faire l'ulpan, de pouvoir faire ce qu'on a toujours rêvé quand on voit des gens qui n'ont absolument pas la possibilité de le faire. C'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance et de la chance qu'on a, quoi. Alors vous avez étudié l'informatique en Israël après tout ça, quand vous êtes revenu, après votre shlichut, etc., etc. Et vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, travaillé en tant qu'ingénieur en informatique d'abord dans des grosses boîtes. C'était comment le choc du monde du travail ? Écoutez, c'était chouette. Non, il n'y a pas eu de choc. C'était agréable. Oui, il n'y a pas eu de choc. Ça s'est passé très très bien parce que d'abord du fait qu'on ait fait l'ulpan, au kibbutz et l'armée, ça nous a donné vraiment une intégration impeccable. Vous étiez comme les autres, ou même pas de différence? Non, pas de différence. Okay. On n'a senti aucune différence. On a fait nos études ici, donc en hébreu. Et quand on a postulé des postes, on les a eus de la même manière qu'un Israélien. Et quand ensuite on a eu des avancements ou... Pareil qu'un autre. Tout à fait, on n'a senti aucune différence. Non, tout à fait. Alors, vous avez, comme souvent en Israël, décidé après quelques années de bons et loyaux services, décidé de changer, alors ça c'est tout à fait israélien, de changer de carrière. Oui. Après combien 35 ans 35 ans. 35 ans de vie professionnelle. Je m'approche des 60 ans et je pensais que ça serait bien pour moi d'abord de faire un changement. J'ai réalisé tout ce que j'avais envie de réaliser pendant ma vie professionnelle. Donc maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Et après, je me suis donc posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai horreur de rester sans rien faire. Et de mon expérience dans le pays, avec les difficultés de la bureaucratie, avec les lois assez compliquées de Mas Akhnasa, de Bituach Leumi, etc., j'ai pensé que je pouvais percer dans ce trou-là. Les prêts bancaires, par exemple, c'est un domaine où les gens ne savent pas toujours les lois et souvent, ils tombent dans des pièges. Sans comprendre. Ils signent sans comprendre, ils payent des sommes folles, ils ne se rendent pas compte parce que c'est mois par mois, mais ça peut durer pendant 30 ans. Alors au bout de 30 ans, ils ont perdu des dizaines de milliers de shkalim. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des conseillers en prêt immobilier qui sont là pour aider les personnes à prendre des prêts et à les prendre à des meilleures conditions au point de vue de taux d'intérêt, au point de vue durée de remboursement, au point de vue choix des différents masloulim de prêts. Et c'est très très compliqué et j'ai fait mes études là-dedans. Alors vous avez étudié pour devenir... À 60 ans, on étudie. Voilà. C'est peut-être un message aussi à... C'est magnifique, tout peut continuer, évoluer, c'est ça qui est génial. Donc vous êtes retourné sur les bancs de l'école et vous êtes devenu Yoetz Mashkentaot, ça veut dire une espèce de conseiller en prêt immobilier. Ouais. En fait, ce qui était marrant, c'est que j'ai fait ces études-là avec mon fils en même temps. Donc on était assis à côté. C'est lui qui vous a entraîné ? Non, on s'est entraînés tous les deux et on était assis à la fac pour étudier donc ce cours ensemble. C'est trop sympa. C'était très sympa. C'était vraiment une très bonne chavaya, comme on dit en hébreu. Une bonne expérience. D'étudier avec ton fils. Et voilà, donc on a fini les deux le diplôme. Lui, il a choisi une autre voie et moi, je pense que je vais pouvoir... me lancer là-dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît. Qui vous plaît. Et puis vous voyez que vous aimez aider en fait. Vous avez envie, maintenant que vous avez travaillé, vous avez votre part d'occupation, vous avez envie de tendre la main aux nouveaux arrivants justement dont on a parlé, à ces nouveaux immigrants pour lesquels vous avez beaucoup d'admiration. Oui, tout à fait. Je regarde ça d'un œil un peu extérieur parce que j'ai pas trop de contact avec les gens eux-mêmes. Je connais très peu de nouveaux Olim, comme on dit. Mais quand je les vois faire leurs valises, arriver à Ben Gurion, avec leur famille, avec plein d'enfants, etc., vraiment, je me dis, ils ont beaucoup de mérite. Certains qui ne parlent pas l'hébreu du tout. Pas du tout. Ils vont devoir aller travailler à la sortie de l'aéroport. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc vous avez envie de les aider ? Alors j'ai envie de les aider, oui. Et puis je vois en même temps...
tous ces Irgunim qui se créent, et entre autres Kalita qui capote tout ça, je me dis c'est pas pour rien pas que... capote. Qui chapote. Chapote, c'est pas grave. 40 ans en Israël, on oublie les mots. On n'a pas encore fait tout capoter, on espère que ça n'arrivera pas. Ah, excusez-moi, oui, évidemment. Il fallait quand même une petite blague dans l'interview. Oui. Voilà, donc quand je vois tout ça, c'est vrai que ça donne envie de dire... moi, il y a 40 ans, j'aurais bien voulu qu'on m'aide. On est venu sans la famille, on est venu sans les parents. Et oui, voilà, il faut les aider, c'est les nouveaux Olim. Que ça soit au point de vue financier, pas évidemment. Oui, parce que je crois que vous avez aussi envie de devenir Yoetz les Kalkala Mishpacha, ça veut dire conseiller budgétaire pour la famille, quoi, en fait. Alors, c'est des nouveaux jobs, comme on dit, qui se créent ces dernières années. Je pense qu'en France aussi, ça existe d'ailleurs. Et il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est prêt en conseiller immobilier ou prêt en budget familial. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide pour pouvoir gérer leur budget parce que la fin de mois est très difficile. Et en fait, on étudie et on apprend comment les aider à tous les niveaux. On peut améliorer la situation. Ah, tout à fait. En baissant évidemment les dépenses, en augmentant les entrées, bien sûr. Évidemment. On peut donner beaucoup d'aide à tous les niveaux. Il y a beaucoup de chukim, il y a beaucoup de lois en Israël qui sont très peu connues. Mas Akhnasa, par exemple, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas aux impôts. On peut avoir des réductions d'impôts. On peut avoir beaucoup de réductions d'impôts pour quelqu'un qui a étudié, par exemple, ou nombre d'enfants, évidemment. Il y a beaucoup d'exemples. Ça ne se fait pas automatiquement. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut aller demander. Il faut demander, tout à fait. Bon, d'accord. Donc avec un conseiller, j'imagine que c'est plus simple. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais... Il y a un TOFES qu'on remplit, évidemment. Que l'employeur remplit, mais souvent il est mal rempli et si on ne fait pas des demandes spéciales, on ne reçoit pas l'argent qui nous est dû. Tout à fait. C'est bien dommage. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez envie d'y voir peut-être plus clair dans votre situation professionnelle, vous pouvez appeler notre ami Serge Aouzrat qui se fera un plaisir de vous aider au 052 743 48 30, si vous avez des conseils à demander sur l'obtention d'un prêt immobilier, la fameuse Mashkenta, si vous vous embrouillez un peu dans vos assurances, vous avez l'impression que vous en payez un peu trop, peut-être même des assurances similaires, il pourra aussi vous aider. En tout cas, c'était super sympa de vous avoir. Faire un petit retour arrière. On va finir par une chouette image, je ne sais pas si elle est à l'écran, parce que vous allez aussi dans les écoles pour raconter votre alia. Voilà une image, on vous voit dans une petite classe. C'était où ça ? En fait, c'est mon petit-fils qui a demandé, son prof qui a demandé que son grand-père, en fait, moi, raconte l'alia, tout simplement. Donc, j'ai été à l'école et les enfants étaient très étonnés de ce que je leur ai raconté. Comment c'était avant ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Des petits-enfants israéliens qui ne savaient pas qu'il y avait des gens qui naissent en Algérie, qui passent par la France, qui viennent en Israël, qui laissent tout et qui démarrent une nouvelle vie. Hein. Ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas que ça se faisait. Ça se faisait. Et pourtant, vous êtes nombreux comme ça. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Je vous en prie, merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà. Merci, bon après-midi. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.